cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professor Boutron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French foot fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate, as told by its professors. Hey Big Blue, this has been a very productive research for you, for me, for all the professors together. It's been a long time since we've seen each other, and the fraternity, the bond that Savate has brought together is enormous. Right now we're at the Gare de Lyon, where I'm going to go down to Lyon, as you know, and talk to legendary Bob Alex, and the professors of Marseille, like Claude Simoneau, another living legend, Stéphane Gougne, Jean-Pierre Morelli, Borg. It's going to be very, very nice to see them, since I haven't met many of them, and the other ones I've met before, and it's been a long time since I've seen several of them. I think this search has ended with one thing, that there's a fraternity, which is that of Savate. What do you think about that? I think it's a good idea, because Savate need memory, and we lost everything because we don't have memory, and the past dead. That's too bad. And it's a good idea what we do this all the interview of the people still alive. I appreciate it. Eh bien voilà Bob Alix, un ancien de la Savate, qu'on appelait autrefois en boxe française. Quand j'ai commencé, moi, c'était donc la boxe française. J'ai commencé pas très tôt, puisque j'ai été d'abord plutôt un contemplatif. Ensuite, j'ai eu un copain qui m'a bien entraîné dans le sport. Mais véritablement, j'ai commencé d'abord déjà pas avec les sports de combat, mais avec l'athlétisme et le football. Et il a fallu que j'aille à Strasbourg pour continuer mon service militaire. Malheureusement, je n'avais pas réussi à avoir mon baccalauréat avant 20 ans, donc il m'avait arrêté, il m'avait dit « fais ton service militaire ». Et c'est seulement après mon service militaire que j'ai recommencé donc à faire mes études, à finir mes études de prof de gym, et où j'ai eu la chance d'avoir donc un prof qui avait fait de la Savate à Strasbourg. J'avais terminé mes études à Strasbourg, et Serge K, que j'ai connu au Krebs de Strasbourg, m'a initié à la boxe française. Il faut dire qu'il y a eu quand même un moment d'imagination et surtout de grandes surprises en tant que sportif, quand j'ai vu une démonstration de Savate, de boxe française, faite par Mark Hunesley. Je n'oublierai pas Mark Hunesley qui m'a enthousiasmé avec sa technique, peut-être un peu rétro maintenant, mais qui était superbe, de légèreté, de brio. J'avais été enthousiasmé, et non seulement j'ai continué la Savate parce qu'il y avait un aspect éducatif qui était extraordinaire, ça, en tant que futur prof de gym, tout de suite ça m'avait intéressé, mais en plus il m'avait montré qu'on pouvait faire un sport de combat à la fois
très visuel, très esthétique, et aussi qui portait des coups efficaces. Et donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage à partir de 63. Très vite, j'ai aidé ce Serge K à faire des cours, 1 an et demi après. Dès l'année 65, au début de la saison, en octobre 65, j'ai commencé à l'aider au Strasbourg Étudiant Club, et on peut dire dans la foulée, un peu trop vite maintenant, sans doute par rapport à ce qu'on fait sur le plan de la compétition, mais j'ai fait ma première compétition en décembre 65 avec un certain Christian Gauchis à la Coupe Paris Match. Ça a été la première compétition de renouveau par rapport à la boxe française qui avait, on peut dire, tombé en désuétude, ou du moins qui, au niveau des compétitions, n'avait plus rien fait depuis les années 50, depuis que le comte Baruzzi avait arrêté les championnats. Je ne donnerai pas le détail, mais ce qui est sûr, c'est que Baruzzi a quand même réussi, le comte Baruzzi a réussi à nous conserver la petite flamme qui restait à Paris pour cette fameuse boxe française. C'est grâce à lui qu'en 65, et avec Bernard Plazet, qui était dans l'équipe des mousquetaires, comme on disait, l'équipe des mousquetaires qui était essentiellement parisien, avec Bernard Plazet, Marc Kunsley, Jean Dionneau et Simoneau, Claude Simoneau, je me suis adjoint timidement en tant que provincial dans l'année 65, où il y avait le Comité national de boxe française. Et j'ai mis non seulement le doigt, mais très vite le bras et le corps tout entier dans cette savate qui m'a pris jusqu'aux années 81, où, en tant que pratiquant mais aussi compétiteur, j'ai été 4 fois champion de France par individuel, mais aussi 4 fois champion de France par équipe, puisque j'avais lancé, à ce moment-là, je m'occupais des compétitions de boxe française, et j'avais lancé les championnats de France par équipe, un peu d'une manière partiale dans la mesure où je savais que j'avais une très bonne équipe. J'avais des compétiteurs à Lyon qui étaient excellents, qui étaient issus essentiellement du milieu étudiant, avec en tête de file Patrick Deloule, Philippe Marie et d'autres, beaucoup d'autres, mais donc j'avais une excellente équipe de Camp d'Argent, et j'avais dit pourquoi pas des championnats de France par équipe, et évidemment, comme par hasard, les Lyonnais ont gagné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'aux années 76. Après, les Parisiens ont dit, oh non, c'est pas intéressant, c'est toujours les mêmes qui gagnent, donc on a arrêté les championnats de France par équipe. Mais j'oublie pas, parce que ça m'a gardé des moments inoubliables. La première victoire a été dantesque. Mais bon, en tout cas, mon parcours a été essentiellement en tant que professeur d'éducation physique qui avait la chance d'être à l'enseignement supérieur, ce qui m'a permis d'avoir des étudiants pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans même, quelquefois, et ça me permettait d'avoir des champions. J'ai eu une belle pléiade, j'ai parlé de Philippe Marie, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Lui, c'est, on peut dire, la tête de file avec 7 titres de champion de France, mais il y en a eu d'autres. En tout cas, la coupure, si on peut dire, non, la continuité, mais dans un autre domaine, en tant que professionnel pendant quand même 8 ans, j'ai quitté donc le Jeunesse et Sport pour être embauché comme DTN, directeur technique national, après Marcel Dessau. Enfin, il y en a eu 2, 3 qui ont fait l'intérim, mais très peu de temps. Et ensuite, j'ai enchaîné très vite avec donc 8 ans de DTN, une direction technique nationale qui a été dure parce qu'on n'était pas beaucoup, on était 8 cas techniques, 4 au départ et 8 à la fin de ces 8 ans de DTN. Et ça m'a permis effectivement de faire beaucoup de choses, et même sans doute trop vis-à-vis de ma femme, qui m'a pas vu beaucoup parce qu'on a été très absorbés pour faire le code fédéral, relancer les compétitions au niveau national avec toutes les catégories d'âge. Les premiers championnats de jeunes ont été faits quand même juste avant.
Je n'oublie pas Marcel Le Sceau qui a fait quand même les premières pierres ont été mises par Marcel Le Sceau qui a fait un travail énorme au niveau scolaire et avec Michel Marière au niveau universitaire. Hein. C'est aussi deux personnages qu'il ne faut pas oublier parce que c'est à ce moment-là, c'est avec eux qu'on a permis de remonter énormément la savate et la boxe française donc à ce niveau-là. Une petite anecdote, on dit la scission, la coupure qu'il y a eu dans le milieu de notre sport avec les savateurs, les compétiteurs qui voulaient du spectacle, et puis les éducateurs. Moi, j'ai quand même essayé, tout en étant du côté éducateur, d'être avec quand même une réflexion vis-à-vis des savateurs qui ont quand même apporté beaucoup. Ils ont ouvert la technique. Et ils ont fait aussi des compétitions, et ça c'était important parce que notre point faible était les compétitions, à part notre championnat de France, on ne faisait pas grand chose. Moi personnellement, j'ai fait que des compétitions avec les Italiens et les Belges, ça s'était arrêté là. Ça a permis de lancer la savate au niveau des Hollandais. Les Hollandais ont été, bon, on n'en a plus actuellement apparemment, mais ça a été un milieu qui nous a permis de nous montrer, on peut dire, à l'extérieur, sur le plan international. Et ça n'a pas été négligeable. Voilà mes 8 ans, donc j'ai arrêté en 89. Après, j'ai continué ce que j'avais toujours fait depuis les années 65, président de club. Donc quand je suis arrivé à Lyon en 69, j'avais ouvert le club sportif Charlemont, il s'appelait le club sportif Charlemont, qui est devenu le club sportif Brondillant, qui a enseigné ensuite, lorsque j'ai quitté, donc j'ai arrêté d'être président à ce moment-là avec ma fonction de DTN. C'est mon fils qui a relayé avec donc le club sportif Brondillant, toujours à Bron. Et dès que je suis revenu, on était à ce moment-là aussi à Villeurbanne, donc ça a devenu le Bron Villeurbanne, boxe française savate. Et ça l'est plus maintenant puisqu'on a supprimé la section Villeurbanne, donc c'est maintenant simplement Bron boxe française savate. Voilà, maintenant c'est vrai que je suis président d'honneur, mais il y a un jeune qui a pris ma place avec brio. J'ai aussi eu un champion du monde, juste avant que je parte de président, Laurent Faubel, qui est maintenant s'occupe aussi de tous les compétiteurs, évidemment. J'ai le club de Bron marche bien. Moi, j'y vais pour le plaisir de voir les compétiteurs. Et puis, je n'oublie pas que j'ai donc lancé la Ligue. Enfin, au départ, c'était un comité régional du Sud-Est. Après, c'est devenu la Ligue du Lyonnais. Comité régional du Rhône-Alpes et Ligue du Lyonnais. Et ça fonctionne bien. On peut dire que j'ai eu les fruits espérés de ce que j'avais semé. Et maintenant, j'ai pris une retraite bien méritée. Voilà. J'ai lancé pas mal de techniques quand même nouveaux par rapport à ce qui était fait au moment dans les années 65, avec les fouettés latéraux, les chassés latéraux, tout ce qui était latéral, le coup de pied bas évidemment. Mais j'avais initié déjà un peu plus tard, hein, quand même, je ne vais pas dire tout de suite, mais dans les années 75-80, j'avais commencé à lancer le revers groupé. C'est moi qui l'ai donc institutionnalisé, écrit dans le Code fédéral, puisque j'ai eu la chance de lancer le premier Code fédéral. Et ça a quand même permis aussi d'ajouter, je ne dis pas de transformer, mais d'ajouter des techniques nouvelles au niveau... mais moi, je donne tout le mérite des coups de pied frontaux qu'on a adjoints avec les savateurs. Avec ces savateurs, ça nous a permis d'ouvrir une technique. Et moi, je continue à dire qu'on peut continuer à rajouter des techniques nouvelles, surtout au niveau de la compétition de haut niveau. Autant sur le plan pédagogique, il faut garder les fondements avec des coups de pied latéraux, les fouettés latéraux et tout, mais autant sur le plan de compétition de haut niveau, on peut adjoindre d'autres techniques nouvelles, ça ne gênera pas. Sur le plan pédagogique, moi j'ai fait j'ai mis ma pierre à l'édifice
en faisant un livre sur la pédagogie, un des premiers qui a été lancé dans les années 84-85, où c'était ouvert avec la technique de situation. Les techniques n'étaient pas importantes. Le fouetter, pourvu qu'on le donne avec le pied, c'était pas grave s'il était un petit peu oblique, mais au moins on cherchait à toucher sans être touché, les bases de ce qu'on appelle maintenant la pédagogie nouvelle. La nouvelle pédagogie, il y a bien d'autres qui ont enseigné, qui ont continué mon chemin, en particulier Victor Sebastio, qui a quand même fait beaucoup au niveau de la pédagogie. Mais il faut dire que sur le plan pédagogique, notre discipline est vraiment en or. On peut faire beaucoup de choses en situation à deux, le duo, le duel, et ça permet de confronter des jeunes sans qu'il y ait le risque de se faire mal, tout en cherchant, comme en assaut de duel, comme en assaut d'escrime, à toucher sans être touché. On se fait pas mal, et ça c'est important pour les enfants, c'est fondamental. Il ne faut pas chercher à taper, mais il faut chercher à marquer des points, et ça c'est bien. Donc, la personnalité de l'APF, je crois qu'elle est fondamentale, et c'est peut-être là où on a le plus bel exemple de l'histoire de ces enseignants qui au départ n'étaient pas forcément des gens de haut niveau, et encore peut-être qu'on peut en discuter, mais c'était souvent des gens du milieu modeste. Les professeurs d'escrime, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ça, nous, on vient de l'escrime, que ces professeurs d'escrime, ce n'était pas forcément d'Artagnan et la haute aristocratie, si, c'était des gens qui étaient sans doute aussi de la bourgeoisie ou même peut-être des ouvriers au départ, mais qui cherchaient à avoir un job un peu plus intéressant que d'aller faire les travaux dans la périphérie de Paris, dans les bas-fonds de Paris, comme ils disaient. Et donc, ils ont lancé, d'ailleurs, ces professeurs qui ont commencé dans les arrière-boutiques de vin, beaucoup avaient des salles, ils appelaient ça les arrière-salles, et c'était où on buvait un coup, tout simplement. Eh bien, ces gens-là ont été vraiment les précurseurs d'une pédagogie peut-être rigide, peut-être qui est complètement dépassée, mais au moins qui a permis d'avoir cet esprit j'allais dire, syndical, où on cherchait à serrer les coudes et à faire un syndicat c'est peut-être pas le terme de syndicat, mais peu importe, je pense que je m'exprime peut-être mal, mais l'esprit, c'est que c'était des gens qui avaient l'esprit de corporation, voilà le terme aussi. La corporation, et c'est resté quand même. On a toujours été marqué par des enseignants. Moi, mon prof, c'était le maître. C'était vraiment un maître. Et il y en a eu d'autres, essentiellement à Paris. Ils avaient quand même la chance d'avoir beaucoup plus de... Et n'oublions pas à ce propos que beaucoup de nos enseignants qui sont devenus des brillants professeurs de savate étaient aussi au départ des judokas. Il n'y avait pas que l'escrime. Quand le renouveau a été l'occasion aux judokas de s'intéresser à cette savate qu'ils avaient quand même un petit peu derrière la tête. Et moi, personnellement, quand je suis arrivé à Lyon en 69, j'ai été très aidé par les professeurs de judo. Ils m'ont mis tout de suite dans la ligue du judo et ils m'ont aidé à lancer la savate à Lyon parce qu'ils aimaient ça. Donc, c'est important d'avoir des personnages qui permettent effectivement de montrer que il n'y a pas seulement la technique, la pratique par elle-même, mais il y a aussi l'histoire. On a la chance d'avoir un sport spécifiquement français, ça n'empêche pas qu'il faut le mettre sur le plan international, mais qui est riche pour pouvoir garder ce qui s'est fait, tout en essayant de continuer vers un avenir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir effectivement des grands champions, ça a été la belle période des champions, parce qu'à ce moment-là, ils arrivaient à avoir une technicité que je ne retrouve pas actuellement. Je ne veux pas être partisan, mais je trouve que ça s'est appauvri en technicité. C'est vrai que maintenant, ils vont encore plus vite, ils sont encore plus puissants,
tape plus fort, c'est vrai, il dure plus longtemps, peut-être qu'avant, mais quand même, on avait la chance d'avoir en particulier André Panza, qui était un excellent tireur, qui était quand même fantastique. On avait celui que tu m'as dit tout à l'heure, le Parisien qui alliait la technicité et la combativité. J'ai perdu le nom. Postal. Voilà, ce Sylvain Postel qui était quand même superbe. C'était à chaque fois un régal de le voir, un régal des yeux. Mais à mon sens, et sans problème, pour moi, le plus grand champion, ça a été Richard Silla. Il a fait des combats fantastiques, non seulement en boxe française, mais dans d'autres les sports, parce qu'à ce moment-là, ça commençait à s'ouvrir quand même. Et il nous a fait en particulier un combat en boxe américaine. Je ne sais pas s'il l'appelait boxe américaine, peu importe d'ailleurs, parce que c'était de la boxe française au plus haut niveau qu'on puisse avoir, avec Cunningham. Je crois bien qu'ils ont fait au moins 10, sinon 12 reprises. Ça a été un régal fantastique. Bon, Richard Silla, je crois, a gagné, mais en définitive, c'était un match nul tellement beau. Mais Richard Silla, il a su allier la technique, mais une technique très épurée. Il ne faisait pas de floriture, ça c'est vrai. Mais alors avec une précision, non seulement au centimètre, mais c'était quasiment au millimètre. Lui, il ne cherchait pas à toucher en figure, il cherchait à toucher la jugulaire pour couper la respiration, le sang à l'arrivée du cerveau. Oui, c'était quasiment ça. Richard Silla a été un combattant absolument extraordinaire. Et moi, pour moi, il reste le meilleur. Il y a un souvenir aussi vis-à-vis de Mark Huntsley qu'il ne faut pas oublier. Je crois qu'effectivement, premièrement, Mark Huntsley a été un propagandiste de la boxe française d'une manière fantastique, mais aussi ça a été un très très bon combattant parce que du temps donc des années 70-75, il a fait des finales des championnats de France et en particulier il avait fait un combat extraordinaire avec Guy Proust. Malheureusement, ça s'est terminé dramatiquement. Il a pris un revers tournant pleine tête et malheureusement, encore maintenant, donc on peut dire 40 ans après maintenant, hein, c'est 40 ans déjà, il en a toujours des traces douloureuses, il a vraiment des problèmes sur le plan physiologique. Oui, mais ce garçon, à part ce coup malheureux que Guy Proust avait peut-être eu la chance de donner, il faut reconnaître que Guy Proust était aussi un très bon technicien et ses revers tournants étaient extraordinaires. Je ne vois plus maintenant des revers tournants aussi rapides que ce qu'il faisait. Ça, c'était extraordinaire. Et il faut reconnaître qu'à ce moment-là, il y avait Jecker aussi qui avait une technique extraordinaire. On avait quand même la chance d'avoir des techniciens qui permettaient de faire du combat très, très convenable, même par rapport à maintenant, mais en plus avec un niveau de technique qui est quand même qui était au-dessus. Maintenant, c'est comme on dit épuré. On retrouve d'ailleurs un peu le principe général dans tous les sports de combat, en particulier c'est net en judo. Avant, ils faisaient des enchaînements fantastiques. Maintenant, boum, ça tombe. Et puis les champions du monde parce que c'est le plus fort. Mais il faut reconnaître que maintenant, on simplifié en sport de combat de plus en plus pour arriver à faire une technique surtout efficace. Voilà pour la technique. Merci. On peut dire que ça symbolise mes premières compétitions dans les années 70. Hein, j'ai commencé en 65, mais les années 70, ça a été les championnats de France par équipe. Et là, je retrouve avec mes gants et mes chaussures. Mark Huntsley me les avait prêtées, elles étaient déjà vieilles. Et donc, me voilà, ça a légèrement évolué maintenant. Il faut reconnaître que c'est plus tout à fait les mêmes. Merci. Ce qui symbolise le mieux les années 70, c'est celle-ci. Hein. Moi, quand j'étais donc champion de France, c'était en 67. Et je ne sais plus où je l'ai mis, mais elle était toute petite. Elle est cassée. Elle est cassée, je ne sais plus où elle est. Peu importe, c'était pas plus grand que ça. Quand même, dans les années 70, on s'est amélioré. Et là, on a retrouvé c'était une fabrique qui avait quand même pris la peine de faire une figurine. Regardez ça, elle n'était pas si vilaine que ça. Et ça, c'est les championnats de France par équipe,
À Puteaux, hein, comment on appelle ça? Puteaux. C'est là où on a gagné pour la première fois. On a battu l'équipe de Guy Proust. C'était Puteaux. Bah oui, je sais plus où elle est. Voilà, et puis alors mon dernier combat, les internationaux, championnat où j'avais battu Vigano, un Italien qui était bien grand pour moi. J'avais réussi quand même à lui donner un coup de figure, mais j'avais eu du mal. Et c'est là où on a eu les premières intégrales. Aux internationaux, on avait lancé les intégrales. Elles étaient encore bien lourdes et bien rêches. Elles n'avaient pas la souplesse de maintenant. Maintenant, d'ailleurs, on a dépassé les... Oh, non, il n'en veut pas. Et on a dépassé les intégrales, puisque maintenant, ils sont revenus tout simplement à un t-shirt et un pantalon, et c'est pas plus mal. N'est-ce pas? Le Texas en témoignera. Rien ne vaut un bon pantalon sans l'école. Au revoir et merci. J'espère à la prochaine.